L'idée aussi, dans ce débat, on est sur un débat préélectoral, d'arriver à tenir des équilibres de temps de parole. Donc voilà, une réponse plus longue sur un sujet, fait une réponse plus courte sur d'autres, voire pas de réponse du tout. Ça va être la même chose sur les questions de la salle. Je ne vais pas pouvoir faire 6 réponses sur chaque question. Donc il va falloir choisir aussi vos priorités, comme pour les lignes de métro à faire ou pas. Voilà, vous positionner sur les sujets qui vous paraissent importants, c'est aussi ça, faire de la politique, c'est renoncer. Et pareil pour vos questions, si vous pouvez, de manière à ce qu'on ait un temps de parole équilibré, ne pas les adresser systématiquement à la même personne, ou en tout cas laisser une question sur laquelle chacun peut se positionner, pas forcément une question personnelle. Ça permet aussi de tenir cet exercice dans de bonnes conditions. Donc je le disais tout à l'heure, il y a un chapeau qui a dû circuler, donc Benoît doit avoir dans sa besace déjà quelques questions. Non, pas trop. Et pour le reste, vous levez la main. Vous vous présentez si vous le souhaitez, surtout si vous êtes soutien dans votre esprit, voire de manière un peu plus impliquée d'une liste ou d'une autre, ça fait jamais de mal. Si c'est le cas, si c'est pas dit, peut-être qu'on vous repérera, hein, si c'est un peu trop évident. Donc voilà, sachez-le, ça fait partie du jeu. Et on va pouvoir démarrer avec une première question. Et oui, si le micro est lancé. Allô ? On entend ? Oui, très bien. Déjà, merci pour ce petit débat. C'est toujours très enrichissant de pouvoir parler à ceux qui vont sans doute être à la tête de Marseille un peu plus tard. Juste un petit peu un détail, pour moi, les mots qu'on utilise sont très révélateurs de la pensée dans laquelle on se passe. À propos du terme transition, on utilise beaucoup de termes de transition écologique, mais si on regarde un peu toutes les données scientifiques, la transition, il fallait la faire dans les années 80-90. Maintenant, si on veut être sérieux, il faut parler de rupture écologique, si vraiment on veut changer les choses. Ça, c'était le premier point. Ma question ensuite, elle porte plutôt sur nous, sur les citoyens. Généralement, on est soit des gens qui sont mal éduqués, qu'il faut éduquer, soit des martyrs, qu'on est victime de telle ou telle politique, ou encore, plus généralement, des enfants qu'on évoque à demi-mot, qu'il faudra aller tendre la main. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, vous représentez tous un candidat municipal qui représente un système de fonctionnement. Est-ce que vous pensez que face à ces défis, donc de la pollution de l'air et plus généralement de l'écologie, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure gouvernance qu'il est possible de faire pour répondre à ces questions ? Voilà, une question assez large. Alors, qui est-ce qui a envie de se lancer, sachant que je n'ai pas fait les équilibres, mais c'est plutôt donc Didier Rault et Robert Assand qui ont de l'avance. Hervé Manchon et Sophie Camard, vous êtes plutôt dans la moyenne. Et Jeanne Marty, vous avez un petit peu de marge. Voilà, qui est-ce qui a envie de se lancer là-dessus ? Robert Assand toujours ? Ah non, d'accord, j'ai eu peur parce que là, vous explosez. Mais vous avez le droit de répondre si vous voulez. Hein. Encore une fois, la politique, c'est choisir et c'est aussi renoncer. Donc j'avais commencé mon propos tout à l'heure en disant que justement entre les associations, les politiques et les citoyens, c'était une question qu'il nous fallait traiter ensemble. Je crois qu'il n'y a pas de séparation. On doit tous respirer ensemble. Je préfère ça plutôt que le vivre ensemble. Maintenant, on en est à respirer ensemble. Je pense qu'on ne fera aucunement évoluer les mentalités, mais nous tous, les mentalités des politiques comme les mentalités des citoyens, on ne pourra pas faire avancer Marseille sans nos espoirs à tous, sans nos espérances. Et moi, personnellement, j'ai des enfants. Je ne les prends pas comme des enfants, comme vous venez de le dire. Je pense que ce n'est pas en les punissant et automatiquement, et je parlais tout à l'heure des automobilistes, je pense qu'il ne faut pas toujours taper sur le citoyen. Je crois qu'une réelle politique environnementale, donc au sens large, écologique au sens large, c'est une vision qu'on doit tous avoir en commun, qu'on doit, nous, les politiques, porter avec vous, mais peut-être déjà vous expliquer notre point de vue ou notre façon de voir Marseille en 2020, par exemple, pour répondre plus directement à votre question. Est-ce que pour faire tous ensemble, le Rassemblement national, qui est un parti qui clive, qui est un parti positionné à l'extrême droite, est-ce qu'on peut arriver à mettre justement tout le monde autour d'une table sans qu'il y ait d'anathème, de chaises vides ? Est-ce que écoutez, vous arrivez à...
Ce soir, il me semble que c'est ce qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, un parti qui clive, je pense que c'est dans les esprits des journalistes, parce que nous n'avons pas l'impression de cliver. Je ne me suis pas fait huer, hein. Je pense que tout le monde, on peut s'écouter. Vous m'écoutez, je vous écoute. Donc, il ne faut pas trop provoquer, peut-être, parce que ça... De ma part, ce n'était pas de la provocation. Je pense que vous me connaissez très mal pour avoir sorti ce terme. Et pour répondre à ce que vous venez de me demander, non, je pense sincèrement que c'est un sujet, je l'ai dit en début, et si vous vous rappelez mes propos, je vous ai dit que c'était, à mon avis, une question qui devait être beaucoup plus consensuelle. On ne pourra pas, chacun dans notre coin, proposer une solution. On ne pourra pas adhérer à un mode de fonctionnement évidemment de transport, hein, vous venez de le dire, mais à un mode de fonctionnement. C'est nos mentalités qu'il nous faut changer. Et je vous rejoins tout à fait. Il y a urgence. Et tous les plans qu'on peut nous proposer, c'est très tard. Maintenant, on est dans une urgence environnementale, une urgence de santé publique. Alors non, je pense que tous les partis peuvent s'écouter. Après, les décisions seront prises, de toute façon, c'est vous qui sanctionnerez ou pas nos idées. Mais à nous, toutes les idées politiques, c'est le citoyen, en dernier recours, qui sanctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, il y a d'autres questions qui commencent à se... Oui. Oui, oui. Je me trompe peut-être, mais il me semblait que cette insistance sur la différence entre la transition écologique et la rupture écologique m'était un petit peu adressée aussi en tant qu'écologiste. Et alors, effectivement, il y a quelque chose qu'il va falloir retenir. C'est que si nous restons dans l'inaction ou dans la lenteur, ou dans les mauvais choix qui ont été ceux qui nous ont précédés avant les élections qui arrivent, effectivement, quelque chose va s'imposer à nous. Le dérèglement climatique, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire inventée, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Comme nous sommes aujourd'hui en train de compter sur les quelques heures de pluie qu'il y a eu, le fait que ça correspond à plusieurs mois de pluie. Eh bien, on aura aussi des épisodes climatiques extrêmes. Il va falloir s'y préparer. Ce que nous espérons pouvoir faire, nous, c'est avoir les manettes et mettre très rapidement en place des solutions qui éviteront de tomber sous cette rupture. Donc, par exemple, les pics de pollution extrêmes, pour lesquels les solutions proposées ne me conviennent pas, mais les pics de pollution extrêmes, les pics de chaleur extrêmes, qui sont souvent liés, mais qui sont anticipables encore. Voilà. Donc il nous est très facile, en un temps très bref, là, d'arriver au pouvoir, de mettre en place un réseau de pistes cyclables cohérent, de mettre en place des fréquences de bus cohérentes, un maillage de bus cohérent, d'avoir de véritables BHNS, bus à haut niveau de service, qui déclenchent le feu vert quand il passe, qui coupe un rond-point quand il arrive au rond-point du Prado ou ailleurs, et qui devient un véhicule prioritaire, et là, à ce moment-là, remplit vraiment sa fonction de bus à haut niveau de service. Il est possible aussi très rapidement de mettre des vélos à l'avant des bus et à l'arrière des bus sur des potences ou des espèces de cornes. Il est aussi très facile d'envisager un mode de financement unique de l'ensemble des transports à l'échelle de la métropole. Enfin bref, il y a des solutions rapides à mettre en place qui peuvent nous éviter de tomber dans le drame. Rapide, je l'entends. Oui. Oui, j'ai une question. Oui, bonjour. À vous. Donc, merci pour ce débat intéressant. Je suis Cédric Mathius du Printemps marseillais. J'ai une question à poser à Monsieur Réau concernant le boulevard Urbain Sud. Alors ça fait une chose respectée, une autre un peu moins, mais oui. allez-y. Voilà, donc j'ai très bien entendu votre argument tout à l'heure sur le fait de prolonger le tramway jusqu'à Aubagne, d'avoir vraiment un transport doux qui aille sur des longues distances donc vers l'Est. Vous avez participé, avec la mandature dans laquelle vous êtes, donc à la construction, à l'élaboration de ce boulevard Urbain Sud, que vous avez financé intégralement, contre l'avis apparemment de l'État, vu que l'État ne vous a pas suivi. Petite précision sur le boulevard Urbain Sud, ce qui n'a pas été dit encore à ce moment, c'est que vous arrivez à un moment donné sur cette première phase qui a abouti maintenant juste avant les élections, jusqu'à la ZAC-Régny. Et là est l'enjeu. C'est là l'enjeu, parce que là, c'est un grand foncier qui est disponible, où la SOLEAM a actuellement la possibilité de construire 1000 logements. 1000 logements, c'est 2000 voitures. 2000 voitures,
par rapport à l'estimation qu'on peut avoir de 14 000 véhicules ou 20 000 véhicules qui circulent sur cette axe, je vous laisse faire le calcul. C'est quelques pourcents, jusqu'à 10% de l'utilisation de la capacité de ce boulevard urbain sud. Et votre question? La question que j'ai, c'est, maintenant que vous êtes rendu compte qu'effectivement, les citoyens s'opposaient à votre proposition, et en plus, quand il y a eu l'enquête, les remontées du terrain n'ont pas été prises en compte, notamment pour les parkings relais. Est-ce que vous allez revenir sur la tranche qui va suivre, c'est-à-dire celle de Dolat de Tassigny jusqu'à la mer et celle de Sainte-Marguerite jusqu'à Dolat de Tassigny, et repenser le système que vous avez mis en place pour lever la voiture et pour que ce soit uniquement un transport en commun qui soit mis en place, et en respectant bien sûr les espaces verts qui sont présents, ça peut être fait. Vous l'avez vous-même dit, on peut utiliser les accès routiers qui ne sont pas vraiment exploités. C'est votre argument, je le reprends. Eh bien, effectivement, sur ce tracé-là, on peut le faire. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore fait la démonstration ou même la volonté de pouvoir aller dans ce sens. Je vous remercie de votre réponse. Mon argumentation tout à l'heure se portait sur les couloirs ferroviaires qui existaient déjà, notamment sur la liaison entre Aubagne et Marseille, et Aubagne et Marseille et Aix. Sur la question du boulevard urbain sud, il est vrai qu'il y a eu des interrogations cet été, au printemps dernier, à la suite de la mobilisation d'un certain nombre d'habitants. Et c'est normal, c'est notre rôle, à nous, les uns et les autres, dans nos différentes missions, dans nos différents mandats, d'écouter ce qui peut se dire. Et la décision qu'a prise Martine Vassal, en tant que présidente de la métropole, de prendre un temps d'arrêt sur la troisième phase, c'est-à-dire entre le Cabot et le Roi d'Espagne, et de réviser ce qu'on peut réviser sur la partie 2, c'est-à-dire entre le Roi d'Espagne et la mer, n'est pas anodine, c'est une réalité. Elle a dit qu'elle demandait à ce qu'on revoie un certain nombre de choses sur ces parties-là. Elle est venue à notre demande, celle de Lionel Royer-Perrault et moi-même, sur les jardins Joseph Héguier, voir ce qu'il en était. Elle l'a dit l'autre jour, elle ne les connaissait pas. Ben maintenant, elle les connaît. Et elle a vu ce que ça représentait comme vie, évidemment sociale dans le quartier, comme activité dans le quartier, comme espace de nature et de biodiversité dans le quartier. Et Martine Kroos était là d'ailleurs à nous recevoir, et je le remercie, pour qu'on puisse bien appréhender les choses. Donc le report, il est déjà... Enfin, en tout cas, le report, il est déjà effectif, puisqu'elle a demandé à ce qu'on réétudie un certain nombre de choses. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Vous dire s'il y aura que du transport en commun, je ne peux pas vous le dire. Parce que, ben non, mais bien sûr, mais si tout le monde vous disait ce que vous voulez entendre, ça serait plus ça. On ça saura serait plus avant la les politique. élections ou il faut attendre Je n'en sais rien. Elle a dit qu'elle l'élection. prenait le temps de la réflexion et qu'elle demandait à ce qu'il y ait un certain nombre d'études qui soient faites pour pouvoir prendre en compte un certain nombre de propositions qui ont été faites, évidemment, par les associations et par le collectif. Voilà. Donc, elle a entendu. Et elle souhaite qu'il y ait effectivement une révision d'un certain nombre de dispositifs sur le boulevard urbain sud. Vous dire tout de suite la réponse, ce ne serait pas honnête. Alors, il y a deux questions ici, on va les enchaîner si vous voulez bien. Oui, nouvelle donne de participants au printemps marseillais. Les enjeux semblent assez consensuels et la question des financements a été évoquée à quelques reprises. Je souhaiterais savoir ce que les uns et les autres pensent de la possibilité d'un endettement vertueux. Et une deuxième question, Ouais, juste avant. si j'ai bien compris. Oui, Stéphane Copé, militant au sein du collectif Vélo en Ville et d'une association d'usagers des transports publics. Ce serait pour une lueur d'espoir et une question. Lueur d'espoir dans le sens où moi je dis Marseille a beaucoup de chance. Marseille est une ville qui n'avait pas été faite pour la voiture. Donc aujourd'hui, transformer Marseille en une ville qui n'est pas faite pour la voiture, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Hein. On libère un peu les trottoirs. On crée des pistes cyclables, on priorise les transports en commun là où on peut le faire. Alors évidemment, il faut planifier des transports lourds sur le moyen terme, accélérer le programme qui est en cours, mais comme l'a dit Sophie Camard, c'est aussi prioriser les investissements. Quand on est capable de trouver plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions aujourd'hui encore pour cofinancer la L2 ou pour demain financer le boulevard urbain sud, ça veut dire qu'on a de l'argent. Hein. Donc le tout, c'est une question d'orientation. Et puis respirer, c'était un peu le tir, on étouffe. Hein.
Je reviens de Lyon, j'étais en déplacement à Lyon hier. Et Lyon, c'est une ville où on a des... On peut aimer, ne pas aimer, hein, mais on a des places, des espaces verts dans cette ville. Ici, dès qu'on a un espace vert, on vient de vivre pendant 25 ans une municipalité qui n'a de cesse que de faire tomber ces espaces verts, ou quand on a l'occasion éventuellement d'en recréer un, de absolument urbaniser ces espaces verts. Donc laissons des espaces de... Et la question, est-ce qu'on est prêt, est-ce que chacun des candidats autour de la table est prêt à fixer des limites à l'utilisation de la voiture dès lors qu'on a mis en place des alternatives? Donc par exemple le 30 km/h généralisé, comme ça se fait dans un certain nombre de villes, à l'exception des grands boulevards par exemple, comme fermer les rues où il y a des écoles aux heures d'entrée et sortie des écoles, et libérer les trottoirs. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager là-dessus? Alors, là, j'ai deux... Tu veux enchaîner? Oui, je voulais enchaîner parce qu'il y a trois autres questions qui relèvent de sujets comparables. Un monsieur qui suggère aussi de créer des grandes portes d'entrée en transport en commun à l'entrée de la ville pour pouvoir, c'est un peu les systèmes de délestage dont on parlait, et aussi un tramway qui irait à la Gaille, si je ne traduis pas votre pensée, c'est ça? Oui, pourquoi on fait un tramway qui va à la Gaille? C'est ça. Voilà, j'ai mal compris, mais vous écrivez très mal, monsieur. Prenez le micro. C'est moi qui ai mal lu, excusez-moi. Ensuite, une personne qui pose la question de la gratuité des transports. Hein, elle avait été évoquée puis rangée dans un tiroir par la métropole, et qui faisait la remarque du développement des véhicules électriques en disant que ce n'était pas forcément des véhicules verts et que c'était aussi de l'énergie... il faut produire l'électricité, c'est donc pas une énergie non polluante. C'était une remarque complémentaire. Et enfin, une question qui revient aussi sur les questions de coût. Le coût d'exploitation du transport en commun est le plus élevé à Marseille. Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement pour réduire ces coûts et améliorer l'offre, donc réduire le coût du ticket, hein, si j'ai bien compris votre question. Non, réduire les coûts en général, c'est ça, en général. Voilà. Alors, vous avez l'embarras du choix, et je précise pour les questions qui ne vont pas pouvoir aussi trouver de réponse, qu'on a sur Mars Actu publié ce matin un dossier qui a trait à pas mal de sujets. Le boulevard urbain sud, si vous n'avez pas bien compris ces histoires de tranches, il y a un article là-dessus. La gratuité des transports aussi, et on parle également des navires, dont on n'a pas beaucoup parlé, mis à part au tout début, et qui ont pourtant des paquebots. Mais c'est une question. Je pensais en parler, mais j'ai un peu manqué de temps. Et voilà, je pensais qu'il y aurait pas mal de questions là-dessus, sur ces questions des croisières. Donc ça, on va pouvoir en parler, je pense. Donc voilà, la dette vertueuse, les mesures radicales contre la voiture, et j'ai un peu oublié les autres, mais si vous avez une réponse là-dessus, je prends. Oui, on va essayer d'apporter plusieurs réponses aux questions qui ont été posées. La première, c'est celle du jeune homme qui est juste en face de moi, sur la démocratie. Parce que c'est ça la question qu'il a posée sur la démocratie. La démocratie n'est sans doute pas parfaite, mais c'est celle qui nous régit aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas demander à des élus municipaux, qui ne sont pas parlementaires, de vouloir avoir une attitude qui soit contraire à la légalité du pays dans lequel nous sommes. Les élus doivent être les premiers à respecter la loi. Il y a la définition, oui, la définition. J'aimerais bien quelqu'un qui, d'ailleurs, dans cette salle ricane, me reproche à moi, Robert Assante, quelque chose sur la légalité. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage. Nous avons le pouvoir, dans le cadre de la démocratie, comment allons-nous le faire? Là, je partage votre définition. Nous ne pouvons plus rester que d'un côté où il y a ceux qui décident et il y a ceux qui entendent les décisions. Nous devons avoir cette définition d'éco-partage, de dialogue différent avec la population. On ne peut plus, aujourd'hui, de mon point de vue, imposer un dossier en faisant simplement une enquête publique. Non, on doit concerter bien en amont et construire le dossier ensemble. Celui de la Mathilde est l'exemple sur lequel on doit travailler. En ce qui concerne... Et la dernière, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir... Malheureusement. Il y a des sujets qui sont très lourds, on ne peut pas les évacuer. Si on ne peut pas traiter toutes les questions,
On reviendra la semaine prochaine, hein, c'est avec plaisir. Vous aurez des meetings. Oui, mais il y a des questions très importantes. Est-ce qu'il y a un emprunt vertueux? C'est une question fondamentale. Parce que quand vous émettez cette question, vous laissez sous-entendre à la population que nous pourrions faire ces emprunts qui nous permettent de réaliser tout ce que les uns et les autres ont dit. Et je vous remercie d'ailleurs de la façon dont vous avez posé la question. Tout le monde était impliqué dans la même question. Oui et non. Oui, nous avons cette tendance à vouloir aller vers l'emprunt et de pouvoir faire de l'investissement comme nous l'avons défini tous ensemble ce soir. Non, parce que l'emprunt d'aujourd'hui est l'impôt de demain. Et nous devons trouver dans la gestion cet équilibre entre les uns et les autres pour pouvoir construire un avenir commun. Et c'est cet équilibre qui est très difficile. C'est très facile d'être à la tribune et de dire on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais après, quand on a les contraintes budgétaires et financières, c'est hyper compliqué. Et votre question, moi je l'enregistre. Parce que je me pose cette question, jusqu'où on peut aller dans l'emprunt et jusqu'où nous ne devons pas aller dans l'emprunt. Comme la gratuité dans le transport public. Oui, moi je considère qu'on doit continuer à débattre de la gratuité du transport public. Mais vous connaissez le budget de la RTM aujourd'hui? C'est 340 millions d'euros. Vous savez quelle est la recette que l'on fait sur les tickets, les abonnements et le reste par an? C'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Et vous savez le trou de la RTM que nous compensons à travers les collectivités? C'est de 100 millions d'euros. Donc la question de la gratuité se pose. Oui, moi je la maintiens dans le débat, car on doit se poser la question de ce qui facilite la vie de nos concitoyens. Et est-ce qu'on doit faire un effort collectif sur la gratuité? Pour moi, le débat est toujours ouvert. Il n'est pas fermé. Il faudra il est toujours ouvert et on doit aller de l'avant. Quant à Stéphane Copé, qui nous considère que la ville est merveilleuse parce qu'elle n'a pas été construite avec la voiture, ce qu'il faut l'indiquer, c'est tous ceux qui habitent le centre-ville et qui ont leur propre voiture, comment leur expliquer de s'en passer, non pas dans le centre-ville, car tu sais comme moi que les déplacements des habitants du centre-ville, c'est 80% à pied ou en transport collectif, mais quand ils veulent sortir du centre-ville pour aller là où ils le veulent, car la liberté c'est de pouvoir se déplacer, c'est autre chose. Pour autant, nous partageons l'idée qu'il faut réduire la part modale de la voiture dans cette ville. Merci. Je vous en prie. Sophie Camard, vous avez fait le choix aussi, je disais, c'est choisir de répondre à une question qui n'a pas été posée mais qui vous paraît importante, celle des bateaux, des navires, de la place des navires de croisière. Et vous avez... Parmi toutes les questions qui ont été posées, vous avez choisi une autre qui n'était pas posée, mais qui est effectivement qui représente davantage d'émissions de dioxyde d'azote que la route dont on parle depuis le début de cette soirée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les croisières? On les interdit? On met un stop brutal au développement? Oui, je voulais me garder un peu de temps de parole sur le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet où pour le coup on peut vraiment saluer la mobilisation des associations là, qui ont quand même été un sacré levier dans l'avancée du débat public sur la situation. France Nature Environnement, Cap au Nord et bien d'autres, je ne vais pas faire de jaloux, un certain nombre de procès aussi qui ont eu lieu, et puis tout simplement la réglementation internationale, parce qu'on voit bien que l'écologie, ça avance quand c'est pris à l'échelle planétaire, et au 1er janvier 2020, de toute façon, tous ces gros navires doivent changer de carburant, utiliser un carburant à basse émission de soufre et prendre un certain nombre de mesures pour réduire leur pollution. Alors on a maintenant une mobilisation récente des collectivités locales et du club croisière, voilà, sauvé par le gong quand même. Bon, voilà. Moi, pourquoi pas? Je dis que enfin on y va. Et ça me fait penser à l'époque où, quand on parlait de développement durable par rapport au port, j'ai connu ça, moi. On me répondait toujours, oui, mais enfin, vous savez, il ne faut pas contraindre l'économie, il ne faut pas mettre des normes environnementales qui empêchent les trafics, il ne faut pas que le port de Marseille perde sa compétitivité. Et j'ai envie de dire, là maintenant, il faut changer complètement. Et là, sur la vision du port, il faut arrêter de se dire simplement qu'il faut se mettre aux normes. Il faut complètement en faire une stratégie majeure, que le port de Marseille, ça ne sert à rien qu'il fasse la course sur des volumes de trafic gigantesques par rapport au port de Méditerranée. Il y a quelque chose qu'il peut faire. C'est, au lieu d'être en retard,
d'être un des premiers ports innovateurs en avance, un des premiers sur l'excellence environnementale. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'effectivement... C'est en route. Les branchements hackés, les investissements, c'est en train d'arriver. Peut-être tard. C'est en route, mais attendez, là, c'est un vrai sujet dans les élections de contribuer au prochain projet stratégique du port pour aller beaucoup plus loin. Et effectivement... proposer les services, parce qu'il va falloir proposer des services de lavage de l'eau, parce que vous savez que si on nettoie, on va mettre des scrubbers par exemple, mais il ne faut pas que les filtres, sur les cheminées, voilà, mais il ne faut pas que l'eau reparte à la mer, parce qu'on évite ce qui part dans l'air, mais il ne faut pas que ça reparte à la mer. Il appartient au port, par exemple, de proposer des services de traitement des eaux. Il appartient au port, effectivement, d'approvisionner les navires, de faire de la transition énergétique et toute une série de services nouveaux qui peuvent aussi créer de l'emploi. Et surtout, moi je pense aussi qu'il faut continuer la réflexion avec l'industrie touristique, parce que pour moi c'est une industrie, la croisière, que c'est une industrie qui doit aussi se caler sur l'industrie du XXIe siècle, à savoir qu'il faut questionner le gigantisme de ces navires. Il faut aussi questionner l'éco-conception de ces bateaux, leur consommation d'énergie. On ne peut pas simplement, c'est comme la voiture, dire « oh, bah, je change le carburant, je mets de l'électrique et tout va bien ». C'est comme la voiture, c'est de nouvelles façons de penser le navire lui-même. Tout ça depuis l'hôtel de ville. Non, ce qu'on peut faire depuis l'hôtel de ville, c'est déjà accompagner cette stratégie. Ensuite, je pense que la ville, au niveau d'une ville, elle ne peut pas réglementer, c'est vrai. Mais elle est là pour créer la confiance avec les citoyens. Moi, je propose de faire avec l'État que, par exemple, on publie les contrôles des fumées. C'est possible, il faut le demander, il faut l'activer, qu'on crée la confiance aussi sur les contrôles. Et je propose aussi qu'à la ville de Marseille, on ait un service de la justice environnementale qui puisse effectivement être le garant de l'application de la loi, de l'application environnementale, et aussi aider certains citoyens, aider certaines actions en justice quand c'est nécessaire. Et ça, évidemment, c'est le côté contraignant et vigilant, mais ça complète la vision stratégique que nous devons porter pour complètement changer d'époque avec ce port de Marseille et au profit de tous, les salariés qui y travaillent, les riverains et les entreprises, et de faire du gagnant-gagnant, comme on dit, voilà, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des... Je voudrais compléter sur les ports et peut-être répondre aux questions. La mobilisation, en tout cas depuis que le nouvel gouvernement est là, sur les ports, elle est présente. Parce qu'Elisabeth Borne est tout de suite venue voir les infrastructures du port de Marseille, a tout de suite indiqué qu'elle voulait qu'il y ait une électrification du port. Elle a aussi mis des financements sur des études de l'INERIS pour voir la pollution sur toute la zone méditerranéenne, parce que l'enjeu pour vraiment baisser les émissions sur le trafic maritime, c'est de faire une zone méditerranéenne à faible émission. Donc l'étude est sortie il y a quelques mois. Elle montre bien que faire une zone à faible émission, ça va faire un gain pour Marseille, mais ça va faire un gain très loin dans les terres. En fait, les fumées portuaires vraiment se déplacent dans les terres, et notamment toute la botte de l'Italie est vraiment touchée. Donc il y a vraiment une démonstration qu'une zone à faible émission maritime sur toute la Méditerranée, c'est une avancée pour toutes les grandes villes de Méditerranée et les territoires. Et ça, c'est une impulsion vraiment du gouvernement. Il y a une impulsion d'Atmos Sud pour faire une grande journée qui rassemble tous les acteurs du portuaire pour parler de la pollution de l'air au niveau maritime. Donc tout ça, ce sont des choses qui avancent depuis le début de la législature et qui sont vraiment impulsées pour aussi travailler avec comment on amène l'électricité sur le port, puisque quand on parle d'électrification, pour que justement il n'y ait plus d'émissions au droit des habitations, il faut acheminer l'électricité, il faut la produire et l'acheminer. Donc tout ça, ce sont vraiment des sujets qui sont pris La mairie, la métropole font quoi là-dedans? Parce que finalement, la région finance, le département finance, l'État... La région y travaille, donc déjà il y a une mobilisation et la future municipalité pourra continuer à travailler, à faciliter à ce que les acteurs économiques fassent vraiment cette avancée de l'électrification. Mais je crois que on ne peut pas imaginer que c'est un problème marseillocentré. C'est vraiment quelque chose qui doit se travailler au niveau de la Méditerranée, et il y a énormément de choses qui se font. Donc je pense qu'il y a une bonne dynamique et qui pourra être continuée par le gouvernement actuel. Sur les questions qui ont été posées, moi, elle me rappelle
un sujet qu'on traite du coup plus au niveau du Parlement, qui est la gouvernance de l'air. Globalement, en France, on a besoin d'une gouvernance de l'air qui soit beaucoup plus unifiée. On parle beaucoup de la pollution de l'air extérieur, mais il y a aussi la pollution de l'air intérieur. Et tous les sujets que vous avez abordés sur finalement libérer les trottoirs, la gratuité des transports, les écoles, les habitations, en fait tout ça, ce sont à la fois de l'aménagement du territoire, des transports pour réduire les émissions, mais ça touche l'air extérieur comme l'air intérieur. Parce que quand on va finalement travailler sur des infrastructures, sur des habitations, on ne peut pas en faire que des espaces clos, on passe 80% de notre temps à l'intérieur, on va vouloir ouvrir les fenêtres pour effectivement ventiler, et donc il faut effectivement qu'on n'ait pas ces vases communicants entre l'air intérieur et l'air extérieur. Et tout ça, ça doit se traiter par finalement une gouvernance qui regroupe tous les acteurs qui puissent traiter de tous ces sujets. Et donc cette gouvernance de l'air, on est en train de la travailler au niveau national, mais bien sûr, en fait, elle doit se répercuter sur le local. Les acteurs en local... C'est les directrices d'école, les directeurs d'école Non, non, au sein des collectivités, les élus doivent être vraiment sensibilisés à tous ces enjeux-là pour pouvoir justement apporter les solutions qui vont répondre aux attentes des citoyens d'un point de vue santé. Et par exemple, si on parle des services d'hygiène en fait de la ville, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur les accompagner, sur comment travailler sur la qualité de l'air intérieur. On le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de patients atteints de maladies respiratoires qui vont aggraver leur pathologie parce qu'ils ont un logement qui n'est pas favorable à leur santé. Et on doit pouvoir apporter des solutions en termes de rénovation, en termes de gestes au quotidien, pour qu'ils puissent avoir finalement un logement qui soit favorable à leur santé. Et souvent, quand vous entendez des personnes, des conseillers médicaux en environnement intérieur, ils vous disent, ces personnes-là, souvent, vont être sur des axes routiers, dans des logements qui, finalement, sont dans des espaces, c'est toujours, finalement, les espaces modestes qui sont le plus proche de sources de pollution. Les personnes n'ouvrent pas les fenêtres parce qu'elles ont peur de la pollution de l'air extérieur. Donc comment on fait pour leur apporter une ventilation qui les rassure et qui permette d'avoir un air sain à l'intérieur? Et tout ça, ça se travaille. Il y a des acteurs qui sont formés pour ça. Aujourd'hui, il faut que les élus soient sensibilisés pour que dans leur service, elles intègrent des telles personnes. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec le groupe d'études que je mène à l'Assemblée sur l'air et la santé. On a d'autres questions et il nous reste une dizaine de minutes, donc voilà, je préviens qu'on s'achemine vers la fin. Ma question va être courte. Donc, c'est Sylvine, je représente le collectif Nos Quartiers Demain dans le secteur du 11e et 12e arrondissement qui se mobilisons contre une urbanisation mortifère et les conséquences de cette urbanisation lorsque les infrastructures ne sont pas suffisantes pour absorber tous les flux de circulation, etc. Donc, ma question était celle-ci. J'ai vu, donc, Marseille 2020, on étouffe. Est-ce que le meilleur transport qu'on peut prendre, est-ce que ce ne serait pas celui qu'on ne prend pas? C'est-à-dire de considérer la ville, de revoir le prisme de la ville différemment, en non pas se déplaçant pour aller travailler, pour se nourrir, pour se loger, pour étudier, mais en permettant que chaque quartier, chaque secteur de notre ville de Marseille puisse avoir des bibliothèques, des écoles, des lycées, des lieux de coworking, des Fab Labs, pour essayer justement de limiter un maximum le déplacement des habitants dans Marseille. Hervé Mochon, ça vous inspire? Il y avait une deuxième question, juste une deuxième question. On enchaîne et vous aurez peut-être une double réponse. C'est l'annuaire. Voilà, donc moi je suis également habitante du 11e arrondissement, donc Sylvie Lyons, je m'adresse à vous aussi en tant que personnel d'éducation nationale, parce que je suis là aussi parce qu'il y a eu la période de la canicule et qu'on a eu des injonctions fortes qu'on a dû respecter. Ça a bousculé quand même pas mal de personnes. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a fait quand même pas mal remonter de choses au niveau de simplement des infrastructures. Parce que si demain, il y a encore un épisode de canicule ou un risque Céveso, comme on peut l'avoir dans le 11e arrondissement, on a des établissements à l'heure actuelle qui ont des problèmes très simples à régler. C'est-à-dire qu'on a fait remonter, c'est-à-dire
des rideaux qui ne se ferment pas, voilà, des fenêtres qui ne sont pas étanches, et ça reste une problématique forte, hein, je le dis, et c'est aussi pas que dans les établissements scolaires du secondaire, c'est également le cas dans des écoles primaires. Donc je pense que quand même, il y a des choses qui sont faisables et assez rapidement, et c'est vrai qu'on a tous envie de vous faire confiance, mais en même temps on se dit, voilà, les informations, et c'est ce que disait Madame Camard, c'est qu'on ne les a pas. C'est-à-dire, moi je voudrais bien contribuer aussi à notre niveau, hein, parce qu'on est là avec des enfants, avec des familles, mais contribuer à éduquer. Mais le problème, c'est que sur certaines informations, par exemple la température, ben, c'est du ressenti, mais par exemple sur la qualité de l'air, on n'a pas les informations. Donc c'est vrai que si on pouvait mettre une signalétique déjà pour qu'on ait visuellement l'information de savoir, ben, là aujourd'hui l'air il est pollué et sur quelle zone on peut agir, effectivement, ça permettrait effectivement de ne pas agir uniquement quand il y a des pics. Et après, au-delà de ça, il y a une problématique, c'est vrai qu'on nous culpabilise sur des coûts, en disant oui, ça coûte de l'argent. Le problème, c'est que quand nous, on regarde ce que vous faites au quotidien, parce qu'on a aussi nos activités professionnelles, on vous fait confiance. Le problème, c'est que vous affichez des travaux avec des budgets qui sont définis, bravo, voilà, tout le monde est content, vous signez des contrats, à la fin, ben, ça nous coûte le double, le triple, voire le quintuple. Donc, ras-le-bol, quoi. Voilà, ras-le-bol. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, sur la première, cette ville où on se déplace moins, finalement, alors, on se déplace déjà pas beaucoup parce que finalement, on est mobile dans notre voiture, mais on est complètement immobile parce qu'on est attaché à son siège, les mains sur le volant. Mais bouger, c'est la vie. Donc, il va falloir quand même se déplacer à pied, à vélo et en transport en commun, rapide et non polluant. Voilà, ça c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'éviter la pénétration des véhicules individuels en ville, qu'ils soient à moteur thermique, les plus polluants, et là, l'essence est à peine meilleure que le diesel, ou qu'ils soient même électriques, parce que de toute façon, il vaut mieux dépenser des sous à électrifier les transports en commun qui vont transporter énormément de monde, qu'à donner de l'argent pour électrifier son véhicule individuel. Les petites initiatives, comme Madame propose, sont très intéressantes, mais ça aura sa place dans le cadre d'un autre mode de gouvernance qui laisse une participation citoyenne, une véritable cogestion, avec des budgets participatifs par sectorisation de quartier, etc. etc. Et parmi les propositions qui nous sont revenues, nous, il y a celle de la création d'une régie du dernier kilomètre. Voilà, le dernier kilomètre peut très bien se faire avec des petits véhicules électriques. En livraison. En livraison, bien entendu, ou avec des vélos type cargo, et éviter comme ça la pénétration dans l'espace urbain de véhicules diesel, souvent, hein, de fourgonnettes et camions. La question du financement maintenant. L'argent existe. Il n'y a pas eu les Martiens ne sont pas venus, nous ont pas fait un super casse. L'argent est là. Et l'argent public, la question qui se pose avant tout, c'est pas de savoir si l'État va donner ou ne pas donner, c'est combien ça coûte de ne rien faire. Combien ça coûte chaque année d'avoir tant de gens malades et tant de morts. Ça, c'est énorme. Si on raisonne en termes d'économie globale, nous ferons des économies à investir sur les transports en commun, à investir aussi dans des solutions de proximité comme la régie du dernier kilomètre. Et puis ensuite, sur les projets que les collectivités vont voter, il faut absolument mettre des critères environnementaux très forts, ne plus donner 1 euro, ne plus donner 1 centime pour tout ce qui constitue en tout cas les créations de nouvelles infrastructures routières, par exemple. Voilà, et mettre le paquet sur le transport en commun, qui est aussi une façon de soigner la ville. On a évoqué le cas des zones Céveso. Oui, si je dois faire plus court que ça, ça va être difficile. Il nous reste 5 minutes de débat, donc si on peut redonner aussi à d'autres questions. Bon, en tout cas, la pollution, elle a des sources multiples. On a évoqué les bateaux, on a évoqué le transport automobile, on a évoqué aussi le chauffage des maisons, des logements. Là-dessus, il y a aussi il faut mettre le paquet sur l'isolation, parce que l'isolation, une fois qu'elle est posée, elle ne coûte plus rien. Tandis que vous changez de mode d'énergie pour chauffer votre appartement, ben, rien ne vous dit qu'il ne va pas doubler l'année prochaine. Voilà, donc nous mettrons le paquet là-dessus. Merci. On a d'autres questions ou pas, en fait? Je l'ai pressé pour rien. Il suffit de demander. Et on va enchaîner les deux. Bonjour. Si vous pouvez faire
court pour qu'on puisse en enchaîner je vais essayer de faire court, mais je vais essayer d'englober plusieurs questions. Ah bah non. Si vous m'interrompez, ça va faire encore plus long. Non, mais je vais essayer de faire court, pas comme certains politiques qui disent qu'ils font court et ils font de la langue de bois. Donc, c'était Louis Alessandrini, artiste plasticien, mais aussi je défends l'environnement, le site de l'art colorerie, etc. Et aussi donc, j'aurais des questions à tout le monde. Dans le futur, bon, il y a souvent des belles résolutions au moment des élections, voire avant, et on va arrêter ci ou ça. Mais en gros, depuis des années, bon, comme me disait un prédécesseur qui a posé une question, il y a les parcs de Marseille, il y a une écocide, je peux vous citer brièvement, il y a eu Michel Léviche, il y a eu Chanterelle qui n'était pas un parc, il y a Longchamp qui menaçait de supprimer, il y a, enfin bon, les gens d'Impuget, certains autres qui sont en piteux état, bon, voilà, bon, donc il y a ça. On plante soi-disant des arbres, donc maintenant on plante des arbres, mais seulement on met des pavés. Et ça, c'est une question que j'aimerais savoir. S'il y a des aménagements futurs, voir l'impact écologique qui va être fait sur les transports, parce que je veux dire, les pavés qui viennent de Chine, du Portugal, etc., c'est un impact écologique et dans le transport, et dans les pays. Qu'il y a un peu de pierre de cassis quand même. Et dans les pays. Bon, dans les pays, parce que je veux dire, le truc où ils prennent les carrières, à mon avis, ça serait intéressant d'aller voir de l'état de ce qui c'est. Votre question. Je termine. Par rapport aux bateaux, parce que moi je m'intéresse à la pollution, les bateaux, vous savez combien il y a de bateaux croisières qui sont venus cette année, là, pendant l'été? Environ 60 bateaux de croisière. 60 au mois de juillet, une soixantaine à peu près au mois d'août, à peu près, un peu plus, c'est au mois de septembre, et à peu près, je crois, il doit en avoir au mois octobre, il doit en avoir 70, voire 80. Bon, alors je veux dire, vous faites le calcul. Bon, il y a ça, et en plus, c'est les quartiers nord. Bon, ben là, oui, ben, les quartiers nord, on s'en fout, parce que tout le monde parle du centre-ville. Moi, j'ai l'impression que Marseille, c'est devenu Disneyland. Vous avez les petits cars, les machins, les trucs, les Votre question. Je termine. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour être cohérent, parce qu'il faut être cohérent. Les transports, on parle de transport. Je fais court. Et il faut être. Je termine. Qui s'engage à être cohérent dans les transports, dans la gestion des parcs et autres? Parce que je veux dire, on dit les piétons. Okay. Le problème, vous êtes sur le Vieux-Port. Je termine. On l'a. Non, ça fait un moment que vous terminez. Je donne un exemple. Vous êtes sur le Vieux-Port, vous avez les piétons qui sont piétons, mais ils respirent l'embouteillage des bagnoles, c'est impossible. Et par contre, je termine. Non, dernière question. Par rapport au changement climatique, je veux dire, ce qui est aberrant, quand vous voyez ce qui est en train de faire la Canebière, il est sûr que quand il y a des phénomènes de forte pluie, et il y a des inondations, tous les trottoirs sont supprimés. Et les écoulements sont minimes. Alors c'est une catastrophe, c'est tout. Voilà, donc qu'est-ce que vous comptez faire, tout ça? Voilà, j'ai fait. Ok. On va enchaîner la deuxième question. Enfin, la troisième ou la quatrième, je ne sais plus. Donc, Émilien pour le collectif Vélo en Ville encore, donc promotion du vélo à Marseille. Donc très court, donc la part modale du vélo à Marseille actuellement c'est 1,5%. L'objectif de la métropole c'est 3% avec le plan vélo. L'objectif national est de 9%. Comment vous comptez accompagner déjà un plan vélo plus ambitieux peut-être à la fois à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole, et peut-être aller au-delà de 9%, sachant que des villes sont au-dessus. Et sachant que dans certains pays, cette part modale, donc le nombre de déplacements faits en vélo au quotidien, dépasse 30, 40%, et on pense au Danemark, où c'est normal de faire du vélo. Alors pourquoi pas améliorer la situation à Marseille, pour que ce soit normal de faire du vélo à Marseille? Merci. Merci. Pour commencer, Jeanne Marty, vous avez du retard dans le temps de parole, et on essaye de clore ce débat de manière à peu près équilibrée. Sur quoi vous avez envie de vous positionner, les espaces verts, le vélo? Qu'est-ce qu'il faut pousser? Quelle priorité vous affichez? Je pense que déjà sur le vélo, je rappelle malheureusement que Marseille a reçu très souvent la récompense du clou rouillé.
pour essayer de faire que la ville devienne plus cyclable, il faudrait juste faire beaucoup plus de pistes cyclables. Je crois que c'est le maître mot. Il ne suffit pas de vouloir peut-être se déplacer avec les transports en commun, peut-être aussi que les vélos, je pense que les vélos ont toute leur place. Ça crée souvent des oppositions, c'est enlever des places de stationnement, c'est enlever de la place aux autres. Il y a toujours... faut arriver à le Tout vendre. À fait, mais c'est peut-être ça le maître mot de la prochaine mandature en matière de développement durable, c'est essayer de réconcilier tous les modes de transport, mais en privilégiant les moins polluants. On est, je le disais tout à l'heure, on est dans une urgence de santé publique. On n'a pas le choix. Je crois qu'il faut changer nos comportements, faire du vélo, se déplacer en vélo à Marseille, oui, à condition que ça soit en sécurité. Et c'est vrai que les pistes cyclables sont très peu existantes. Elles s'arrêtent très brutalement à certaines intersections. Il faut partager les trottoirs. Quand on est piéton, il faut les partager maintenant avec les trottinettes électriques. Les vélos, donc, ont encore un petit peu, à mon avis, un petit peu moins de place. Donc c'est peut-être tout ça à mettre en place. Et là, justement, c'est les politiques. Non, c'est sur des pistes cyclables, mais qui sont à Marseille très souvent, qui doivent très souvent partager le trottoir. Voilà. Donc si ils sont aussi sur le trottoir. Après, je voudrais juste peut-être rebondir sur ce que disait monsieur. Marseille a quand même la chance d'avoir deux poumons, entre guillemets. Elle a le poumon bleu avec la mer, hein, parce qu'on l'oublie très souvent, mais la mer nous procure aussi devrait nous procurer une meilleure respiration, et peut-être aussi penser à rendre cette ville beaucoup plus verte. Je trouve que les derniers travaux, les derniers aménagements manquent cruellement de plantes, d'arbres. On ne plante pas beaucoup d'arbres à Marseille, et en général, quand on fait des travaux, malheureusement, on trouve que tous les arbres sont malades comme un coup de baguette magique. Donc peut-être qu'il faudrait, pour mieux respirer aussi, planter plus de végétalisation, revégétaliser l'espace public. Merci. Un mot de la fin pour chacun, et peut-être sur cette inspiration de double sens de étouffer, respirer et des espaces verts, parce qu'ils sont effectivement des espaces de respiration qui peuvent capter même certains polluants. Et un mot de la fin, mais vraiment donc en une minute, puisqu'on va devoir aussi rendre la salle à notre partenaire, le Théâtre de l'Œuvre. Qui a envie de se lancer, qui l'a en tête, ce mot de la fin en une minute? Elle a répondu un peu. Si, bah justement, allez. Ah, voilà. Moi, j'ai trouvé que l'interpellation de Louis, elle n'était pas si... Enfin, elle a fait rire, mais c'est le mot cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien tout le temps qu'on passe à passer de la seule question des transports, mais je pense que Louis, ce qu'il a voulu nous interpeller, c'est sur la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aujourd'hui sortir aussi de la logique des politiques publiques en silo ou des contradictions. Et effectivement, bien sûr que tout est lié, c'est-à-dire que les transports, l'urbanisme, les espaces verts, le traitement des déchets, et ça, c'est toute la complexité de l'écologie, hein, qui est une pensée globale. Et donc, pour avoir cette pensée globale, il faut vivre avec notre temps. Et vivre avec notre temps, eh bien, c'est aussi, excusez-moi quand même d'être prosaïque, c'est changer de génération d'élus. Et puis, c'est de faire un grand coup de balai, excusez-moi, sur ce qu'on a vécu depuis des années. Alors, je terminerai. Enfin, voilà, il y a énormément de points en fait qui auraient pu être abordés ce soir. Et bien entendu, le format fait que on repartira un petit peu frustré. Et voilà, mais vous viendrez nous voir en conférence de presse. Les corridors verts sont absents à Marseille, mais il ne s'agit pas seulement de planter des arbres. Voilà, planter 2 allées d'arbres d'ornement avec un embouteillage automobile au milieu, ça n'a pas de sens. Il faut rendre sa fonction à l'arbre, et pour ça, il faut planter en pleine terre, et puis surtout, il faut sanctuariser les espaces verts, les espaces boisés existants. Et
la Villa Valmer n'est pas menacée de déboisement, mais c'est un espace public qui sera privatisé et donc qui manquera aux Marseillais. La Pinette du Roi d'Espagne, qui aujourd'hui est un espace de plein air avec une véritable biodiversité qu'il ne faut pas détruire. Les jardins Joseph Aiguier, le jardin de la Mathilde, feu le square Lévy, devenu une terrasse bétonnée, végétalisée, avec 4 pots de fleurs décoratives. Ça, on n'en veut plus. Voilà, donc il faut rendre sa fonction à l'arbre. Il faut qu'il y ait de véritables corridors de biodiversité et pas seulement de verre décoratif, parce que l'arbre apporte de la fraîcheur en ville et l'arbre est un dépolluant. C'est le premier dépolluant, avec un océan en bonne santé, l'arbre et l'océan. Voilà. Merci. Juste, il faudra aussi accompagner les entreprises et nous proposons un revenu de transition écologique et qu'on ne peut pas appeler revenu de rupture écologique, mais qui sera une véritable rupture dans la méthode. Vous irez prendre des conseils. Donc, en guise de conclusion de ce débat, parce que je pense que finalement la campagne qui s'annonce, qui a déjà commencé pour certains ce soir, la campagne qui s'annonce va pouvoir nous donner la possibilité de vraiment débattre sur cette question qui finalement, je le rappelle, est la deuxième préoccupation des Marseillais. Donc c'est une question qui sera, je l'espère, au cœur de la campagne électorale. Personnellement, moi, je ne pense pas, je ne crois pas en la fatalité. Je pense que tout peut changer. Je ne pense pas à l'écologie ou le développement durable comme une catastrophe, dans le sens où nous pouvons, rien n'est irrémédiable. Nous pouvons changer les choses. Il nous suffit juste, certes, de beaucoup de courage et de beaucoup de volonté, mais je pense que rien n'est inéluctable. Merci Robert Assange. Ce n'est pas parce que, ma chère Sophie Camard, qu'on n'a pas 35 ans que dans l'esprit on ne les a pas. L'important, c'est d'essayer, comme vous, pour certains vous avez mon âge, et vous exprimez que l'on change les choses, qu'on réoriente les choses. C'est une question d'état d'esprit et de volonté à exprimer et de traduire dans la réalité de notre quotidien. Oui, mais quand monsieur là-bas parle de cohérence et parle de parc qui aujourd'hui pourrait être en question, j'aurais aimé qu'il cite le parc du 26e centenaire où on avait une gare d'ordures ménagères et aujourd'hui il y a 15 hectares, 1500 arbres plantés, 6500 arbustes qui ont été plantés. Ça fait partie aussi des choses qui ont évolué et qui ont changé. Et quand on souhaite changer les choses, modifier les choses en harmonie avec la population, je pense qu'on est dans la droite ligne de ce que nous voulons comme révolution culturelle. Mais il nous appartiendra durant la campagne électorale d'expliquer à la population ce que nous voulons pour que chacun puisse s'exprimer en toute liberté et en toute démocratie. Chacun a sa vision de plus belle la vie. Nous aurons d'ici quelques mois l'occasion de pouvoir débattre plus en avant de toutes les questions. Et croyez-moi, vous serez surpris. Le rendez-vous est pris. Alors, moi je voudrais rappeler le chiffre de la pollution de l'air aujourd'hui, c'est 50 000 morts prématurés par an en France. C'est un coût socio-économique de 100 milliards d'euros. Donc on voit bien toute l'économie qu'on peut faire en travaillant sur ce sujet-là, sur une vraie politique publique. Et ces chiffres-là, c'est l'air extérieur avant tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement travailler sur l'air intérieur. Et c'est un vrai enjeu de pouvoir vraiment avoir une vision sur toute la journée des citoyens, parce que l'air intérieur, c'est 80% de notre temps. Donc on doit vraiment avancer sur ces sujets-là. Pour avancer sur ces sujets-là, c'est des élus qui seront correctement informés et qui pourront mettre en place localement des services qui sont compétents sur ces sujets-là. Parce que l'air, donc, c'est vraiment... La pollution, c'est directement la santé, mais c'est aussi du lien social, parce qu'on a parlé des espaces verts, on parle des trottoirs qui sont trop étroits. Un jour, j'ai un citoyen dans une réunion publique qui m'a dit « Maintenant, avec ma femme, on s'appelle les amoureux à la queue leu-leu ».
Parce que finalement, sur les trottoirs, on ne peut jamais marcher à côté, on est toujours finalement l'un derrière l'autre pour avancer. Je trouvais vraiment cette image très jolie pour dire que quand on parle d'infrastructure et quand on parle de l'air, de mieux respirer, de mieux se déplacer en ville, c'est aussi beaucoup de liens sociaux. Les espaces verts, les jardins partagés, c'est du lien social. Donc demain, on doit avoir une politique de l'air, mais qui est vraiment beaucoup plus globale et qui permette d'aborder tous ces champs sur toute la vie, tout le quotidien du citoyen, sur ses déplacements à l'extérieur, mais aussi sur sa vie à l'intérieur. Et ça nécessite des élus qui soient sensibilisés et qui mettent en place des services avec la compétence, avec une vision globale. Merci Edith Dioreo. Merci, je vais essayer de faire... Une nouvelle fois, on aurait pu inverser. Je vais essayer de faire vite. D'abord, vous dire que la politique, au fur et à mesure qu'on la pratique, fait changer l'état d'esprit qu'on peut avoir. Il y a 20 ans, je ne vous aurais jamais parlé de la même façon que ce que je fais ce soir. Et surtout, je pense qu'il faut avoir le courage, parfois, d'affronter un certain nombre de ses amis qui peuvent s'opposer à vous sur des projets qui sont ambitieux. Bon, je parle de personne ici, autour de cette table. Et par contre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on décide, il y a à peu près une vingtaine d'années, de créer un parc national, on a mis 12 ans pour le faire, pour protéger les Caranques. 12 ans. Et je peux vous dire que les concertations, les discussions, les oppositions, les coups de gueule, etc., on en a eu quelques-uns. Et qu'on n'était pas nombreux finalement à défendre cette capacité d'imposer la nature et la biodiversité aux portes de la ville. Et même plus loin, d'aller jusqu'à Cassier et La Ciotat, parce que les débats n'ont pas été que marseillais. Oui, notamment à Cassier. Et ce qui me fait aujourd'hui avancer dans un certain nombre d'actions, c'est que ce soit l'air, que ce soit l'eau, on est soumis maintenant à protéger la nature et à protéger cette biodiversité. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait, dans le cadre de ce dérèglement climatique qu'on partage tous, hein, le constat est là, il faut qu'on ait une réflexion sur l'utilisation des sols qui soit complètement différente de ce qu'on a fait depuis des années. Et qu'on laisse respirer la terre, et qu'on laisse inspirer la terre, parce qu'on en aura besoin. Et on en aura besoin pas seulement, comme le disait monsieur, sur 1 mètre cube pour mettre un arbre planté. C'est beaucoup plus largement qu'il faut, dès les bassins versants de la ville de Marseille, pouvoir garder des espaces de respiration, des espaces terrestres non bétonnés, qui permettent à la fois l'infiltration de l'eau, mais aussi de produire de la nature et produire un meilleur air. Et c'est comme ça que nous arriverons déjà à changer le paradigme de cette métropole marseillaise. Merci à toutes et à tous, et on va conclure là-dessus. Merci d'avoir été présents en nombre et d'être restés pour vos questions. On se donne rendez-vous dans un mois à peu près. Vous aurez l'info bien sûr via Mars Actu, via notre page Facebook, pas avec les mêmes, à part si vous êtes multicarte, si vous parlez sur tous les sujets. Non, on se donne rendez-vous pour parler de logement dans un mois. Donc n'hésitez pas, si vous ne nous suivez pas sur Facebook ou nos newsletters, à vous inscrire, et n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner. Nicolas est dehors. On a une super offre en ce moment pour le lancement de notre site. Merci beaucoup.